Bonjour jeune homme. Ça va, t'as déjeuné ce matin toi? Tu sais plus si t'as déjeuné. Ce matin, ils pourront en être sûrs, ils auront bien mangé. Avec des produits issus de la ramasse quotidienne de la banque alimentaire, les élèves de 5e du lycée Marc Sangny ont eu droit à un petit déjeuner très copieux. J'ai pris du pain, du jambon, un jus de pomme et un kiwi. Pour l'instant, j'ai mangé de la biscotte avec du beurre et de la confiture de fraises myrtille et citron vert. Comment c'était bon? Ah oui, c'est délicieux. Chez moi, je mange pas beaucoup. Là, je vais avoir le ventre rempli jusqu'à midi. Là, ça va être super. Il y a quelques semaines, les collégiens avaient eu une première sensibilisation sur les aspects nutritifs du petit déjeuner. Éviter les produits trop sucrés, privilégier les fruits ou les produits laitiers. Les 120 élèves ont cette fois pu tester et prendre des forces avant d'attaquer la journée. Le petit déjeuner aujourd'hui, c'est le repas le plus important. On a ici des collégiens qui vont être stimulés toute la journée intellectuellement, mais aussi physiquement dans leurs activités. Et ils ont besoin de partir du bon pied. Donc ce matin, on a fait une opération d'apprentissage pédagogique qui leur permet de voir quels sont les éléments importants dans un petit déjeuner équilibré et tonique. Ce petit déjeuner s'inscrit dans le cadre du plan pauvreté porté par Emmanuel Macron depuis septembre 2018. Car encore 13% des enfants ne déjeunent pas le matin. L'enfant qui vient à l'école avec le ventre vide, ça peut effectivement poser des problèmes d'écoute, d'attention dans la classe. Notre objectif de ce dispositif, c'est justement sensibiliser les enfants à ce bien manger. La conclusion aujourd'hui, c'est mangeons un petit déjeuner qui soit de qualité. Cette initiative devrait être développée à partir de l'année prochaine dans d'autres établissements, pour sensibiliser les collégiens aux problèmes de nutrition et d'équilibre alimentaire. Activité inhabituelle ce matin à Bouin-sur-Lignon. Les rues grouillent de monde dès 9h du matin et de nombreux camping-cars venus de toutes les régions de France ont envahi le parking qui leur est dévolu avec des fans de vélos plus ou moins avérés. Je fais le Tour de France, un peu le Tour de Suisse, un peu la route du Sud, un peu tout, oui. Pourquoi? Parce que j'aime ça, puis toute la famille aime ça. Faire plaisir au mari. Ah non, pour moi, c'est pas mon truc. Quand on roule, oui, je vois des choses, mais sinon, sur place, après, on ne peut pas dire, tiens, on va visiter un village, non. Car c'est le critérium du Dauphiné, déjà venu il y a 3 ans, qui attire autant de monde, et parmi la foule, quelques connaisseurs. Oui, je pratique, alors. Mon vélo, c'est un Cannondale. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes, parce que c'est des vélos un peu spéciaux qu'ils ont. Là, c'est des vélos à 10-12 000 euros. Ça fait rêver, quoi. Une belle opération médiatique pour la ville de Bouin, avec plus de 37 diffuseurs du monde entier qui sont présents. C'est ASO qui nous a fait confiance, parce que nous, c'était ou un concert ou une épreuve sportive. Donc normalement, c'était un concert, mais ils nous ont appelés au mois de décembre en disant, Bernard Thévenet nous appelait, on aimerait bien revenir à Bouin. Donc on a changé notre fusil d'épaule. Et les plus heureux, ce sont les commerçants situés tout proche de la ligne de départ. Je vais dire, on a eu 50% de clients en plus par rapport à d'habitude. On a déjà préparé hier beaucoup de travail. On avait déjà mis beaucoup en rayon et aujourd'hui c'était que de la vente en fait. Et plus de 2 heures avant le départ, l'écart des équipes arrive les uns après les autres, avec un succès qui ne se dément pas pour la formation AG2R, la mondiale de Romain Bardet. Il y a des grands champions, Romain Bardet, très connu. Mais il attire beaucoup de monde, je pense. C'est lui principalement qui attire beaucoup de monde. Et à 1 heure du départ, les coureurs viennent les uns après les autres sur le podium pour pointer la fiche d'émargement et ainsi mesurer leur popularité. Voici Romain Bardet. Puis le départ est donné à 11h25 pour 201 km en direction de Voiron. Le bal des très nombreux véhicules d'équipe s'enchaîne et les spectateurs auront vu passer les coureurs à toute allure. On a eu Bardet qui a vu notre petite affiche, qui nous a fait un petit signe et puis on les a attendus là-bas une fois qu'ils faisaient la signature. Donc voilà, ils nous ont vus. De leur côté, les 3 speakers officiels s'empressent de prendre leur voiture pour rejoindre la ligne d'arrivée. C'est très simple en fait, les coureurs partent, donc on va jusqu'à la ligne, on fait le décompte de 10 à 0 et ensuite nous on monte à bord de notre voiture et on fait la route. Alors généralement on fait la route non pas comme les coureurs sur le chemin de la course, on fait ce qu'on appelle le hors-course. Et en tout cas l'objectif c'est de faire les 50 derniers kilomètres du côté de la zone d'arrivée. On a une petite cabine installée, comme une cabine de commentaires sportifs pour une télévision quelconque. À peine une demi-heure après le départ, seuls les bénévoles et les employés s'affairent à démonter le village de départ. Il devrait être reconstruit dès demain matin pour le départ de la 6e étape à Saint-Vulbas, dans l'Ain.
Blablacar s'attaque au marché du transport collectif. Le leader du covoiturage lance aujourd'hui son premier Blablabus. Le bus est excellent à faire du low cost entre les grandes villes. Le covoiturage, c'est excellent à faire de la granularité, donc de connecter plutôt les petites villes, les banlieues, les villages, parce que la voiture peut faire des détours un peu partout. Donc les gens qui faisaient du covoiturage vont continuer à trouver le covoiturage évidemment sur Blablacar, mais ils vont aussi trouver tous les bus. Les Blablabus permettent pour l'instant de rejoindre 45 villes françaises. D'ici la fin de l'année, ils devraient desservir 400 destinations en Europe. Des morceaux de plastique, pas mal de mégots, des paquets de choses à manger, et puis voilà, des gens qui n'ont pas très civiques. Les mégots sont les principaux déchets ramassés par Elodie et sa fille Sophie. Ils sont partout et particulièrement sous les remontées mécaniques. Ce matin, on s'est levé assez tôt pour ramasser les déchets dans le domaine de skiade de Pradly-Saumont, pour que la montagne soit propre et pour qu'on puisse skier dans de bonnes conditions l'hiver prochain. Parsemés sur l'ensemble du domaine skiable Pradly-Saumont, les bénévoles ramassent les déchets laissés par les skieurs pendant l'hiver. Les petits comme les grands remplissent les sacs poubelles. Très organisé, rien n'est laissé au hasard. La station est passée au peigne fin. On a comptabilisé à peu près 75 personnes qui se sont déplacées, on s'est donné rendez-vous côté Pradly, et puis voilà, maintenant on se trouve à Saumont pour récolter, comptabiliser tous les déchets qui ont été récoltés sur les pistes de ski. Depuis 2007, chaque printemps est l'occasion d'un grand ménage du domaine. Les détritus retrouvés sont en grand nombre, mais en diminution depuis une dizaine d'années. La première année et on va dire les 2 ou 3 années suivantes, on collectait pas loin d'1 tonne de déchets. Depuis, on ramasse beaucoup moins de déchets, en moyenne entre 300 et 400 kilos par collecte. C'est encore beaucoup, mais on se concentre beaucoup plus sur du plastique, des papiers et un fléau, le mégot. Quelques heures plus tard, environ 300 kilos de déchets sont comptabilisés. Pradly-Saumont est redevenu propre, la végétation peut donc reprendre ses droits dans un environnement sain. Ça fait du gros matériel. 500 000 pièces, de la plus petite à la plus grosse. Elles sont maintenant exposées dans un musée privé à Thiers, en Auvergne. Un régal pour les passionnés des pompiers qui peuvent depuis une semaine admirer casques, véhicules, extincteurs en tout genre, de toutes époques et de tout pays. Près de 20 ans de passion et de recherche qui se concrétisent pour Didier, le président. Ça vient de différentes choses, des dons, des trouvailles, tout à fait au début aux enchères, après par Internet. Mais bon, comme tout collectionneur, on a commencé par les maquettes. Et puis après, on a commencé les képis, le casque, la tenue. Avec la tenue, il faut avoir le camion. Comme le camion que vous avez derrière vous, où c'était paradoxalement, dans les années 70, quand j'ai commencé mon service, j'ai commencé avec ce Lafli, ce type d'engin, conduite à droite, frein à câble. J'ai fait ma première école de conduite aux pompiers avec le même véhicule. Et le premier véhicule que j'ai réussi à racheter pour le restaurer et pour mettre en collection, c'est le même. Donc il y a une continuité. De Tchernobyl au World Trade Center, en passant par le Puy-de-Dôme bien sûr, la famille des pompiers fait toujours rêver les petits comme les grands. Et ici, les références ne manquent pas, comme ce Fordov de l'US Navy qui servit à Pearl Harbor pour se retrouver dans le champ d'un agriculteur québécois jusqu'au musée ici à Thiers. Des tenues exceptionnelles et le travail de toute une vie, en famille aussi, puisque Didier est accompagné par une dizaine d'adhérents, mais aussi par sa femme, ses filles et son gendre. C'est vrai que moi et ma sœur, on est très très fiers de nos parents. C'est vrai que c'est la concrétisation d'une collection de toute une vie qui va être ouverte au public. Et effectivement, on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'anecdotes, notamment sur les camions pour les retaper. Et du coup, oui, on est très très fiers. Du coup, c'est bon pour les repas de famille, vous allez pouvoir parler d'autres choses peut-être maintenant? Non, je suis pas sûre. Je pense que ça va continuer.
Un nouveau musée donc entièrement créé avec des fonds privés pour redécouvrir le monde des pompiers, avec une équipe super motivée et des projets comme un atelier d'initiation à la restauration ou des animations d'anniversaire pour les enfants. Pas s'habiller ou se déshabiller seul. Vous connaissiez François Ier, voici Stéphane Gall Ier. Comme en 1515, cet homme va traverser en armure le col de Marie pour revivre et mesurer l'effort de l'armée de cette époque et rejoindre Marignan en Italie. Alors l'armure seule fait 14 kilos. Pour être au plus proche du XVIe siècle, les équipements ont été conçus par un batteur d'armure. Tout est fabriqué sur mesure jusqu'au bout des pieds. Rien n'a été laissé au hasard. Dans la peau d'un homme en armure, on se sent bien enveloppé. On apprend à connaître cet exosquelette qui est une armure. Le corps apprend à connaître cette enveloppe de métal. Et finalement, à force de le porter, on arrive à trouver un certain confort tout à fait relatif, mais on s'habitue. C'est une armure d'homme à pied, c'est-à-dire qu'elle est plus légère qu'une armure du cavalier et elle n'a pas les parties basses, que des parties hautes. Si Stéphane marchera, 3 autres cavaliers seront à cheval. Pour mesurer l'effort humain de cette expérimentation, des tests physiques sont réalisés. L'armure a même été essayée sur un saut en parapente et le matériel testé en laboratoire. Pour accomplir la performance du projet Marchalp, l'entraînement est de rigueur. Il fallait porter l'armure, porter les côtes de mailles et essayer de faire des approches assez courtes au départ pour ne pas blesser et plus graduellement monter petit à petit, c'est-à-dire avoir de plus en plus d'entraînement. Ce qui va nous manquer le plus, c'est l'entraînement au niveau des chevaux quand même. Ça, on est un petit peu en retard, mais bon, j'avais fait de l'équitation déjà jeune, donc ça va revenir assez vite. Eux ne seront pas en armure mais en tenue d'époque pour cette traversée des Alpes. Sur la 50aine de participants à cette archéologie expérimentale, certains sont étudiants. Alors moi c'est vrai qu'il y a un apport pédagogique qui est aussi simple, qui est aussi l'idée de voir vraiment l'expérimentation, c'est-à-dire de voir ce trajet-là en train de se faire au lieu de toujours le voir par le biais de sources ou de documents écrits et finalement de pouvoir vivre d'une certaine manière cette expérience. En travaillant sur des périodes anciennes, on a rarement l'occasion d'incarner un peu l'histoire qu'on étudie et là c'est une excellente occasion de le faire. Et pour incarner cette histoire, il faudra durant cette expérimentation ne se nourrir que de pain, de lard et de fromage. L'eau et le vin seront bien sûr eux aussi de la partie. Et là, le combattant de 1515 est tout complet.